Chapitre 12. Le corps. On a souvent reproché à Lacan de n'accorder d'importance qu'au jeu signifiant et de délaisser la dimension économique, comme disait Freud, de la vie psychique. Les affects, le corps, seraient les oubliés de la théorisation lacanienne, taxée par conséquent d'intellectualiste. En France, le psychanalyste André Green apportait notamment cette critique. Cette dernière n'est possible qu'au prix d'une méconnaissance de l'apport lacanien. Loin d'être absent, corps et affect ne cessent d'être interrogés. Suivant les moments de son enseignement, Lacan déclinera le corps comme imaginaire, symbolique ou enfin vivant, c'est-à-dire jouissant. Dans tous les cas, le corps pour la psychanalyse n'est pas l'organisme dont médecine et biologie s'occupent. Le corps sera ce lieu où l'objet petit a et la jouissance trouveront leur unique terrain de jeu. Sans lui, ni l'objet A, ni la jouissance ne peuvent entrer en action. Le premier, on l'a vu dans notre chapitre consacré au miroir, se construit comme reflet spéculaire auquel l'enfant s'identifie. Par là, le corps obtient une unité, certes illusoire, mais une identité néanmoins. Tel est le corps conjugué à l'imaginaire. Reste une question déterminante pour la clinique. Comment se noue corps vivant et jouissant et ordre symbolique? Que produit cette rencontre? Seul le savoir signifiant peut faire le corps. Il le produit en transformant et donc en dérangeant le donné biologique de l'organisme vivant. C'est le signifiant qui affecte de jouissance le corps. Jacques-Alain Miller appelle cette opération la corporisation. Or, la corporisation, écrit-il, est au contraire le signifiant saisi comme affectant le corps de l'être parlant, et le signifiant devenant corps, morcelant la jouissance du corps et en faisant saillir le plus de jouir, découpant le corps, mais jusqu'à en faire sourdre la jouissance, le plus de jouir qui y est virtuel. Il ajoute, Lacan appelle affect l'effet corporel du signifiant, c'est-à-dire non pas son effet sémantique, qui est le signifié, non pas son effet de sujet supposé, c'est-à-dire non pas tous les effets de vérité du signifiant, mais ses effets de jouissance. C'est ce qu'il rassemble sous le terme d'affect comme tel, dérangeant les fonctions du corps vivant. Il faut saisir, dans la corporisation, le savoir passe dans le corps, il est savoir incorporé. Le préfixe in signifie l'inclusion. Le résultat est l'émergence de la substance du corps qui se définit seulement de ce qui se jouit. Propriété du corps vivant sans doute, mais nous ne savons pas ce que c'est d'être vivant, sinon seulement ceci qu'un corps cela se jouit, comme le martèle Lacan dans des phrases connues dans son séminaire encore. Cette jouissance, associée à l'être comme vivant, ne serait plus dans la dépendance de la fonction de la parole, comme la jouissance phallique. Dans la première leçon du séminaire RSI, en décembre 1974, Lacan nomme cette jouissance « jouir de la vie », en précisant « le réel, c'est la vie que nous sommes amenés à y référer ». La vie est donc un des noms du trou du réel, de la substance jouissante. Le symbolique, lui, mortifie, tue, et l'imaginaire assure l'illusion où l'un, U majuscule, s'assure de l'autre petit a, son alter ego narcissique. Mais, point décisif, c'est le signifiant qui aussi fait le corps mortifié, c'est-à-dire vidé de jouissance. C'est au titre de désert de jouissance, place nette, rond brûlé pour reprendre des termes de Lacan,
qu'il advient comme lieu de l'autre grand A et que cet autre grand A est fondamentalement asexué. Le signifiant produit l'extraction, l'évacuation, l'expropriation de la jouissance du corps. Le corps devient l'autre grand A décomplété de sa jouissance, cette jouissance supposée à partir de l'insatisfaction quant à l'être portée par la jouissance phallique. Jacques-Alain Miller nomme cette autre opération signifiantisation. Le paradigme du devenir signifiant du corps nous est donné par Lacan dans sa construction du phallus. C'est spécialement à propos de cette partie du corps qu'il nous dessine ce qui est resté pour nous un repère, le passage au signifiant. En effet, le pénis comme organe est élevé à la dignité d'un symbole, le phallus. La structure du passage au signifiant est conçue comme une élévation. C'est pourquoi Lacan dira du signifiant qu'il est incorporel. Le préfixe in indiquant ici la négation. Le signifiant est dans un rapport négatif avec le corps. Il y a un savoir incorporel qui est le savoir formel de l'autre grand A. Pour la psychanalyse, le corps ne préexiste donc pas au signifiant. Le corps n'est ni les chairs ni les organes qui font l'organisme physiologique. Le corps, c'est le corps même du symbolique. Il prend voix de l'inconscient et de lui seul. L'effet de cette incorporation signifiante mortifie l'organisme et ses chairs. Par quoi s'avère que du corps il est second, qu'il soit mort ou vif, comme le prouve la sépulture, précise Lacan. Bref, contrairement à l'évidence, le corps est d'abord ce qui peut porter la marque propre à le ranger dans une suite de signifiants. Pour Lacan, il résume dans la phrase qui suit sa position, la fonction du corps, c'est le lieu de l'autre grand A. Où nous avons pour la première fois appuyé que ce lieu de l'autre grand A n'est pas à prendre ailleurs que dans le corps, qu'il n'est pas intersubjectivité mais cicatrice sur le corps tégumentaire, pédoncule à se brancher sur ses orifices pour y faire office de prise, artifices ancestraux et techniques qui le rongent. C'est ce corps-là, ainsi que Lacan vient de le décrire, pris dans le jeu signifiant que le clinicien rencontre. Par exemple, dans le symptôme hystérique, inscrivant sur le corps son anatomie, selon les trajets d'une autre anatomie, alors purement fictionnelle, inscrit une parole empêchée, refoulée. Et c'est d'avoir incorporé le symbolique que cet organisme vivant, devenu corps, prend une réalité, imaginaire donc, une réalité illusoire. La phrase, souvent citée de Lacan, dans l'envers de la psychanalyse en 1970, qu'est-ce qui a un corps et qui n'existe pas? Réponse, le grand autre, conjoint justement ces deux opérations de la signifiantisation et de la corporisation. Jacques-Alain Miller la commente ainsi. Au moment où Lacan doute de la consistance purement logique de la fonction du grand autre, c'est là aussi bien qu'il introduit de biais qu'il faut corporéiser le grand autre, que le corps du partenaire, et même du partenaire parlant, est inéliminable. En 1967, dans son séminaire La logique du fantasme, Lacan déplie une thèse qui court jusqu'à la fin de son enseignement. Il n'y a, disait-il, de jouissance que du corps. Comment l'entendre? La jouissance est ce quelque chose dans quoi marque ses traits et ses limites le principe du plaisir. C'est quelque chose de substantiel qui est important à produire sous la forme que je vais articuler, c'est Lacan qui parle, au nom d'un nouveau principe. Il n'y a de jouissance que du corps. Je considère cette affirmation comme absolument essentielle. Elle me paraît d'une plus grande portée éthique
que celle du matérialisme. Il précise, dire qu'il n'y a de jouissance que du corps, que ceci vous refuse les jouissances éternelles, c'est bien là ce qui est en jeu dans ce que j'ai appelé la valeur éthique du matérialisme, à savoir ce qui consiste à prendre ce qui se passe dans notre vie de tous les jours au sérieux. S'il y a question de jouissance, de la regarder en face et de ne pas la repousser dans des lendemains qui chantent, il n'y a de jouissance que du corps. Ceci répond à l'exigence de vérité qu'il y a dans le freudisme. Phrase forte de Lacan. Et c'est cette thèse que justement il dépliera dans ses extrêmes conséquences au cours des années 1970-1980. Citons-le. Il y a un corps qui parle, il y a un corps qui jouit par différents moyens. Et Jacques-Alain Miller ajoute en commentant, le lieu de la jouissance est toujours le même, le corps. Il peut jouir en se branlant ou simplement en parlant du fait qu'il parle. Ce corps n'est pas pour autant lié à l'autre grand A. Il n'est attaché à sa jouissance propre, à sa jouissance une, U majuscule. C'est pourquoi, dans ces derniers séminaires, Lacan insistera moins sur le corps marqué par le signifiant, le corps mortifié, que sur le corps vivant comme condition de l'une, U majuscule, jouissance. Chapitre 13. Le nœud borroméen. À partir des années 1970, Lacan utilise un nœud singulier aux propriétés topologiques ayant, pour lui, une place déterminante pour la clinique. C'est le nœud borroméen. De quoi s'agit-il? Prenons 3 ronds de ficelle distingués seulement par leur nom. I pour imaginaire, S pour symbolique et R pour réel, et nouons-les de façon à ce que les nœuds soient libres 2 à 2, mais qu'à 3, ils soient noués. Le nœud borroméen se différencie donc des cercles olympiques noués 2 à 2. Comment se réalise, voire se prouve, le caractère borroméen d'un nœud à 3 ficelles? Par la coupure. À couper l'un des ronds de ficelle, les 2 autres sont libres. Jean-Claude Milnet, dans Les Noms indistincts, en 1983, insiste sur la coupure qui est tout sauf anecdotique ou relative. Le borroméanisme du nœud n'existe que par cet instant du dénouage où d'une coupure unique, les ronds se retrouvent dispersés. Qui ne voit que cette dispersion n'est rien d'autre que le réel en lui-même tel que l'imaginaire s'épuise à le représenter. Car il faut tenir à la fois que rien de grand S ni de grand I ne donne accès à grand R, et que c'est même là l'essence du nœud, l'être parlant, est incessamment requis d'imaginer grand R. Le nœud peut être à 3 ficelles, c'est le minimum, à 4, et même il est à n ficelles possibles. Que livre-t-il? Que grand R, grand S et grand I sont disjoints. Toute vie psychique du sujet parlant s'affronte à cette disjonction, à ces catégories en vrac. Pour qu'elles tiennent, il faut un 4e rond qui noue les 3 autres borroméennement. Ce 4e rond peut s'appeler réalité psychique, Oedipe, nom du père, ou saint homme. Mais chaque sujet trouve sa solution et peut assurer ce nouage par un bricolage qui lui est propre, singulier, unique. Pour Lacan, nous sommes des sujets bricolés, uniquement bricolés. Dans la seconde leçon de RSI, Lacan écrit le minimum, comme il dit. Ce minimum est assez pour que vous y reconnaissiez le nœud borroméen. Il me semble que j'ai justifié en quoi le nœud borroméen peut s'écrire, puisque c'est une écriture qui supporte un réel. Autrement dit, le nœud n'est pas une métaphore, une image ou une représentation du réel. Le nœud est EST, le réel. Citons Lacan. Ceci désigne que non seulement le réel peut se supporter d'une écriture,
Mais je dirais plus, il n'y a pas d'autre idée sensible du réel que celle que donne l'écriture, le trait décrit, le nœud. S'il n'est pas une représentation, une idée de la structure, effectivement n'a pas à être pensé, réfléchi, mais tout bonnement manipulé. Lacan l'explicite. Pour opérer avec ce nœud d'une façon qui convienne, il faut que vous vous fondiez sur un peu de bêtise. Le mieux est encore d'en user bêtement, ce qui veut dire d'en être dupe. Il ne faut pas entrer à son sujet dans le doute obsessionnel ni trop chipoter. Manipuler le nœud, opérer avec lui, n'est pas en jouer mentalement ou triturer les ficelles qui peuvent concrètement le présentifier dans la réalité sensible. Manipuler le nœud se déduit de sa définition, une écriture qui supporte un rêve. D'où cette question. Qu'est-ce que manipuler une écriture, un trait d'écrit? C'est comme pour l'écriture mathématique, faite de lettres ou de signes algorithmiques, en inventorier les propriétés et en déduire les conséquences logiques. La consistance du nœud est une consistance logique, nullement ontologique. Car si j'énonce, c'est Lacan qui parle, ce qui ne saurait se faire que du symbolique, que leur consistance à ces trois ronds ne se supporte que du réel, c'est bien que j'use de l'écart de sens qui est permis entre grand R, grand S, grand I, comme individualisant ces trois ronds, les spécifiant comme tels. La conséquence est que les trois ronds sont de pure consistance, à savoir que ce n'est que de tenir entre eux qu'ils consistent. Les trois tiennent entre eux réellement. Le nœud ne porte pas à la pensée, où règne le sens et ses opérations, mais à ce qui en constitue l'expulsé, soit le réel. Le nœud est réel, le nœud est une écriture. Pour faire entendre à quoi sert le nœud borroméen, Lacan, toujours dans RSI, fait référence à un texte célèbre, Vénus physique. Pourquoi? Ce texte, écrit en 1774 par Maupertuis, président de l'Académie des sciences de Berlin, est un classique de l'étude de la nature au siècle des Lumières. Qu'en dit Lacan? Il pointe d'abord que l'ouvrage de notre anatomiste est un témoignage du temps qu'ont mis ces bêtes parlantes que sont les hommes pour se rendre compte du spécifique de la reproduction sexuelle. Écoutons Maupertuis. Je tâcherai seulement de vous faire connaître l'origine de votre corps et les différents états par lesquels vous avez passé avant que d'être dans l'état où vous êtes. Lacan insiste sur l'angle d'attaque choisi par Maupertuis. Comment comprendre la reproduction des corps vivants? Pour qu'il ait introduit du terme de Vénus physique, c'est qu'il se plaît à ne faire état que de la reproduction sexuée. Autrement dit, l'anatomiste part du mâle et de la femelle, de l'homme et de la femme, pour déterminer comment, après le plaisir sexuel, c'est ainsi que Maupertuis parle, d'une femme, une nouvelle créature en résulte. Lacan cite ensuite Maupertuis pour en faire une critique radicale. La Vénus physique signe l'échec de son auteur. Il est à mes yeux, dit Lacan, tout à fait clair que c'est de ne pas être simplement dupe, de ne pas s'en tenir à ce que son temps lui fournit comme matériel, à savoir déjà beaucoup, le repérage au microscope de ce que l'on appelle à l'époque les animalcules, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les œufs d'autre part, que Maupertuis de n'être pas dupe, pour tout dire, de ne pas être assez bête, ne sent pas le point à proprement parler de découverte que constitue, pour ce qu'il en est d'une appréhension réelle de la distinction des sexes, ce qui lui est apporté. Maupertuis ne s'en tient pas à ce qu'il a sous la main. Voilà son erreur. Il se refuse à être dupe. S'il était plus dupe, ajoute Lacan, il errerait moins. Non pas certes que son erre soit sotte, car il arrive à quelque chose qui est en quelque sorte la préfiguration de ce qui sait un examen ultérieur et à de plus puissants microscopes
révélés comme constituant l'existence des gènes. Ne pas vouloir être dupe. L'anatomiste ne voit plus ce qu'il a sous la loupe du microscope. C'est d'être non dupe, ajoute Lacan, qu'il imagine fort mal. Il n'est pas dupe dans la mesure où il ne s'en tient pas strictement à ce qui lui est fourni. Il fait en somme des hypothèses. Notre façon de procéder se dégage. L'hypothesis non fingere, la répudiation des hypothèses, me paraît être ce qui convient et ce que je désigne de ce conseil d'être assez bête pour ne pas se poser de questions. Voilà, à lire Lacan, ce que le nœud borroméen permet. Il ne s'agit pas de faire des hypothèses, il faut opérer avec, bêtement. C'est ce refus de la bêtise, ce refus de ne pas avoir voulu opérer avec le matériel fourni qui a fait échouer Maupertuis. Il n'a pu réellement saisir ce qui fait la distinction des sexes. Il a temps de conclure à propos du nœud. Être assez bête pour ne pas se poser de questions concernant l'usage de mon nœud, par exemple. Ce n'est pas certainement à l'aide de ce nœud qu'on peut aller plus loin que de là d'où il sort, à savoir l'expérience analytique. C'est de l'expérience analytique qu'il rend compte, et c'est en cela qu'est son prix. Bref, le nœud ne permet aucun dépassement, il n'inaugure aucun au-delà. L'usage du nœud objecte à l'hypothèse, à l'idée, au chipotage obsessionnel. Le nœud, métanacte, réalise la répudiation des hypothèses, l'hypothesis non fingere. Conclusion. Là, la langue. L'effet de poésie. En quoi la poésie intéresse-t-elle la psychanalyse? Serait-ce au nom de la psychanalyse appliquée, chère au discours universitaire, c'est-à-dire de ce frotti-frotta littéraire dont se dénote le psychanalyste en mal d'invention, comme l'écrit Lacan en 1971 dans son article Liturateur? Nullement. Lacan ne voit en elle que pédantisme, goujaterie ou sottise. Par contre, la thèse qu'il déploie tout au long de son enseignement est que la poésie intéresse la psychanalyse au titre de la cure elle-même. Déjà dans les psychoses, la poésie est déplacée des purs jeux formels, où s'épuise la poétique, vers les nouveaux effets subjectifs produits. Elle est, citons Lacan, création d'un sujet assumant un nouvel ordre de relations symboliques au monde. Par le signifiant, elle introduit le sujet qui en fait l'expérience à un autre monde que le nôtre. C'est pourquoi Jean de Lacroix, Proust ou Nerval sont poètes, et pas le délirant président Schreiber, pourtant assurément écrivain, puisqu'il rédige ses mémoires. Le poète, par contre, est un visionnaire. Mais, à la fin de son enseignement, la poésie devient chez Lacan une référence déterminante pour la cure et sa terminaison. Dans son séminaire, Le moment de conclure, en 1977, il remarque que dire est autre chose que parler. L'analysant parle, il fait de la poésie. Il fait de la poésie quand il y arrive. C'est peu fréquent. L'enseignement de ces années-là ne limite pas la poésie à la seule position de l'analysant. L'analyste lui-même y est tenu, notamment dans l'interprétation. Écoutons Lacan. À l'aide de ce qu'on appelle l'écriture poétique, vous pouvez avoir la dimension de ce que pourrait être l'interprétation analytique. Il dit cela dans son séminaire « L'insu que c'est de l'une bévue, c'est l'amour » en 1977. La coupure, la cassure qui font interprétation participent de l'écriture. C'est pour ça que je dis que ni dans ce que dit l'analysant, ni dans ce que dit l'analyste, il y a autre chose qu'écriture. Lacan ira jusqu'à poser que la pratique analytique, c'est aussi bien de la poésie. Cette définition extensive de la poésie va de pair avec un changement de concept. Non plus le signifiant,
mais l'écriture avec le réel qu'elle chiffre. Quand l'analysant parvient-il à la poésie? Quand l'analyste produit-il un effet de poésie? Quand la psychanalyse devient-elle poésie, soit écriture? Répondre à ces questions, c'est introduire un nouveau concept, la lettre, le littoral, qui n'est ni le signifiant ni l'objet, et en tirer quelques conséquences. Dans Littérateur, Lacan décrit ce moment où la lettre se construit. Citons-le. Est-il possible du littoral de constituer tel discours qui se caractérise de ne pas s'émettre du semblant? Là est la question qui ne se propose que de la littérature dite d'avant-garde, laquelle est elle-même faite de littoral, et donc ne se soutient pas du semblant, mais pour autant ne prouve rien que la cassure, que seul un discours peut produire avec effet de production. C'est lorsque les semblants, ordonnés par les jeux signifiants, se cassent, se brisent, que la lettre littorale émerge. Cet effet dans la littérature crée donc la poésie d'avant-garde. Cet effet dans la cure crée un analysant d'avant-garde, soit un analysant qui littératérise, et un analyste qui, comme le poète, réalise, citons Lacan, ce tour de force de faire qu'un sens soit absent. La langue, en un seul mot. Je parle, je te parle, tu me parles, je parle pour dire, je te parle pour te dire, tu parles pour dire, tu me parles pour me dire. Tu dis quoi? Tu veux me dire quoi? Ces déclinaisons pourraient ad infinitum être dépliées. Elles font les beaux jours des paroles adressées, des incompréhensions, des mirages, des croyances, des ceci et des cela qui nourrissent notamment l'échange amoureux. À les multiplier, une dialectique s'engage avec son corollaire immédiat. La parole sert à la communication. J'ai quelque chose à dire à celui auquel je m'adresse et je le lui dis. Parfois je n'ose pas, j'hésite. Parfois je le lui hurle, je le contrains. Celui qui reçoit ma parole décrypte ce que je veux dire. Il y arrive ou non, c'est secondaire. Il y a donc une volonté, une intention, une décision. Les mots changent selon les théories et les références livresques de communication. La parole, dans cette acception, est son moyen. Je communique avec ma parole. Elle est ustensile au service de la communication. Est-ce bien utile d'écrire cela, de l'affirmer ainsi, il n'y a là qu'évidence et bon sens? C'est exact. Cela est connu, se dit, se répète. Alors pourquoi? Cette thèse, la parole sert à la communication, sert la communication, est si vraie qu'elle en devient triviale et la redire est vain. C'est ainsi, à la transparence de cette dialectique intersubjective, la psychanalyse inscrit sa marque. Je ne sais pas ce que je dis. Et elle ajoute, et je ne sais pas à qui je le dis. Autrement dit, tel l'esclave analphabète de l'Antiquité qui portait sur son crâne rasé écrit le message qu'il ne pouvait ni voir ni lire, le sujet qui énonce est le jouet de ce message inconscient qu'il reçoit de l'autre grand tas. Lacan, dans les années 1950, lui donne sa définition. L'inconscient est le discours de l'autre grand tas, et à ce titre, doit être scrupuleusement décrypté. La thèse de la communication est maintenue, mais transformée. Je ne sais ce que je communique en disant « je te parle » et dans ce que je te dis, et dis ce que j'ignore que je suis en train de te dire et qui me vient de l'autre grand tas qui n'est ni moi ni toi, mais une autre grand tas, scène, une autre scène. Et voilà qu'à la fin de son enseignement, année 1970-1980, Lacan scie la branche sur laquelle reposait son édifice. Une autre thèse s'y affirme. La parole n'est pas communication, mais jouissance. Il crée pour cela un concept nouveau, la langue en un seul mot. La langue et la parole avant son ordonnancement grammatical et lexicographique
précise Jacques-Alain Miller. Lacan le martèle dans son séminaire encore. La langue sert à de toute autre chose qu'à la communication. Mais la langue sert-elle d'abord au dialogue? Comme je l'ai autrefois articulé, rien n'est moins sûr. Il y a donc la langue et le langage qui en dérive, qui est second, car il est une élucubration de savoir sur la langue. Le bouger conceptuel opéré par Lacan par rapport à ce qui précède dans son enseignement est décisif. Il y avait d'abord le signifiant et sa logique, puis, deuxième temps, la jouissance. Désormais, la jouissance est première et le langage et sa structure adviennent en second. Lacan transforme sa définition princeps de l'inconscient. Citons-le, si l'on peut dire que l'inconscient est structuré comme un langage, c'est en ceci que les effets de la langue, déjà là comme savoir, vont bien au-delà de tout ce que l'être qui parle est susceptible d'énoncer. La langue a donc des effets? Oui. Lesquels? Disons Lacan. L'inconscient est le témoignage d'un savoir, en tant que pour une grande part, il échappe à l'être parlant. Cet être donne l'occasion de s'apercevoir jusqu'où vont les effets de la langue par ceci qu'il présente toutes sortes d'affects qui restent énigmatiques. Le sceptique de service pourrait toujours clamer: c'est donc la jouissance qui fait rapport, qui sert à communiquer, à permettre enfin la rencontre des corps. Non, radicalement non. Pourquoi? Parce que cette jouissance de la langue est une jouissance une avec un U majuscule, c'est-à-dire qu'elle se passe de l'autre grand A. Elle est une U majuscule et n'a qu'un seul lieu, comme nous l'avons démontré précédemment, le corps propre. Voilà la chute de cet épilogue. La parole est un mode de satisfaction spécifique du corps parlant, l'expression, et de Jacques-Alain Miller. Oui, le corps est en l'affaire, le corps propre, vivant. Voilà ce que Lacan, à la fin de sa vie, par son enseignement, offre à ses élèves et à ses lecteurs attentifs. À chacun d'en tirer les conséquences qui s'imposent, toujours et encore, pour lui-même, les analysants qu'il reçoit et le monde qui est le sien. Pas sans réel.